Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes pour accueillir les derniers. On est ravis de vous accueillir donc pour cette conférence à l'occasion du salon Stratégie Client. Vous nous aviez manqué en vrai. Ça faisait longtemps qu'on se voyait pour beaucoup en team. Ça fait du bien de voir des vrais visages, des vrais sourires, plein de vraies choses. Le thème aujourd'hui de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est la voix du client prend une dimension inégalée dans le management de l'expérience. Les techniques se multiplient, la mesure de la perception client devient un art que les entreprises à succès maîtrisent en tirant profit des verbatims pour s'améliorer, mais aussi pour enrichir leur contenu, gérer leur réputation. Comment tire-t-on profit de ces feedbacks clients? Comment manager l'expression justement en général et les avis clients en particulier? Et pour ce faire, j'accueille deux invités. À ma gauche, Maryse Mougin, de la Poste. Vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots, un peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Maryse Mougin, je suis directrice de l'expérience client particulier et professionnel au sein de la business unit grand public à la Poste. Et donc, à ma droite, Patrick Guimet. Et donc pour ma part, bonjour à tous, je suis Patrick Guimet, je suis responsable de la relation client chez Monoprix et au sein de la direction marketing de Monoprix, avec la chance de travailler en multimarque, de travailler pour Monoprix, pour Naturalia, pour Sarenza, pour Franprix également, un peu pour Casino Plus, et donc avoir la chance de pouvoir voir différentes populations clients. Vous l'avez vu sur l'image qu'il y a derrière moi, on devait accueillir Damien Nmitens d'Edenred qui malheureusement ne peut pas joindre à nous pour prendre soin d'un membre de ses équipes. Donc on va dire qu'il est excusé et qu'on pense fort à lui. Alors aujourd'hui, on accueille deux invités qui ont quand même plusieurs points communs. Le premier, je crois que c'est le temps long, parce que l'un et l'autre, vous êtes depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, 16 ans et 14. Et 14 ans dans vos maisons respectives. Vous êtes dans l'actualité, Patrick, aussi, je crois, parce que vous avez remporté il n'y a pas longtemps un prix sur la relation client online avec Caliweb. Avec Caliweb, effectivement, on a eu la chance d'être le premier dans la catégorie distribution. Ça nous a fait très plaisir d'être reconnus sur cette qualité de la relation client online. Et du côté de Maryse, vous êtes aussi coprésidente de l'ADTEM. Et vous, il y a un chiffre qui vous caractérise. Quand on a préparé, on en a parlé. 16 ans à la Poste. Maryse fait partie aussi des 7 femmes les plus influentes de la relation client, d'après Thierry Spencer, qui était à nos côtés il y a quelques secondes. Oui, vous me l'avez fait remarquer. Du coup, je vais vraiment réfléchir à cette idée que le 16 est sans doute mon chiffre de l'année. Il faut vraiment que je l'intègre bien. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait deux 16 là. Et effectivement, ma vie à la Poste n'a pas été tout le temps de l'expérience client, mais elle a toujours été liée au marketing et aux clients. Et au préalable, elle a été d'abord service client, parce que moi j'ai créé les services clients au sens large à la Poste, puis elle a été relation client, puis maintenant elle est expérience client. Donc vous y comprenez une suite assez logique finalement, d'évolution au rythme même de notre entreprise et des sujets qu'elle intègre progressivement. D'abord un service client, si je peux dire, qui adresse toutes les cibles, puisque comme vous le savez, à la Poste, on traite à la fois des cibles grands comptes, des cibles entreprises de diverses tailles, des cibles professionnelles et puis des cibles évidemment grand public. Le grand public pour nous, c'est très important parce que le grand public, c'est à la fois un client au sens où vous l'entendez tous, c'est-à-dire un client qui achète, mais c'est également un client auquel, 6 jours sur 7, on distribue des courriers et des colis. Et donc là, on a une double casquette par rapport à ce client particulier, qui d'ailleurs nous le fait bien comprendre au fur et à mesure des attentes qui ne cessent de monter en matière d'expérience, qu'il entend être reconnu sous ces deux statuts, qu'il ne fait pas la différence et que c'est à nous,
tout à fait légitimement de mettre en place une expérience à la fois dans son parcours client qui soit parfaite, mais dans son parcours de, on va dire, destinataire qui soit également parfaite. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai oublié de vous dire quelque chose. L'idée, c'est aussi que ce soit un dialogue. Donc, si vous avez des questions, normalement sur les deux écrans qui sont à ma droite et à ma gauche, vous avez un numéro de téléphone où vous pouvez envoyer vos questions. Elles vont s'afficher sur la tablette qui est sur scène. Et on pourra les poser au fil de l'eau à nos intervenants. Donc, c'est le 06 44 64 37 39. Ce n'est pas mon portable, Ni le le mien. mien, mais on aura comme ça les questions et ça permettra d'avoir un échange encore plus interactif et plus dynamique. Alors, justement, dans vos fonctions, dans vos services, quelle est la raison d'être ? Ouais, moi, si j'attaque, je dis que je suis très traditionnelle en matière d'expérience client. Pour moi, la raison d'être de l'expérience client, c'est la création de valeur. C'est l'unique et seule raison qui fait que dans une entreprise, il faut créer une expérience client. Sinon, il faut créer autre chose. Mais si on n'est pas totalement convaincu que l'expérience client va faire gagner tangiblement, je dis bien tangiblement, de la valeur à l'entreprise, alors pour moi, il ne faut pas le faire. Il faut contourner, il faut trouver d'autres fonctions, que sais-je. Mais c'est vraiment ça, c'est la création de valeur tangible par le client, pour le client. C'est la vision américaine, hein, des fondateurs même de cette notion. Et donc, moi, je reste collée là-dessus. Et de votre côté ? Je partage. C'est vrai qu'il faut avoir en ligne de mire toujours cette création de valeur. Et pour Monoprix, qui est dans la distribution, nous sommes la plus marque des entreprises de distribution. Et donc, le principal asset de notre entreprise, c'est sa marque. Et donc, la raison d'être de la relation client aujourd'hui de Monoprix, c'est vraiment d'être garant de la promesse de marque. Donc, on a deux grands piliers pour ça. D'un côté, on va mesurer la réalisation de la promesse de marque. On aura l'occasion d'en parler avec la mesure de la perception client, comment on va gérer des baromètres de satisfaction, du NPS, comment on va se positionner sur le marché, comment on va mesurer notre notoriété, etc. Donc ça, c'est un des volets de la relation client, savoir comment on se situe pour savoir de quoi on parle, pour notre principal asset qu'est la marque. Et ensuite, il y a un autre aspect, moi aussi, je viens du service client, et c'est la défense de la promesse de marque, cette fois, au travers où on cherche à restaurer la promesse de marque lorsqu'elle n'a pas été délivrée. Et ça va être au travers du service client, du monitoring des réseaux sociaux ou même de la gestion de crise quand le besoin s'en fait sentir. Alors justement, comment s'articulent vos dispositifs d'écoute client ? Alors, on a un large éventail de dispositifs d'écoute client. Je dirais qu'on a commencé, moi j'ai mis en place, quand j'étais au service client, un premier niveau de voix du client, basiquement partant de tous les contacts qu'on avait au quotidien, c'est-à-dire nous on différencie à la fois le contact réclamant, mais également le contact où le client cherche de l'information. Donc j'ai mis en place ça en 2015. La particularité de cette mise en place, c'est la redescente de cette voix du client jusqu'au niveau le plus fin de l'organisation. C'est-à-dire, chaque matin, on va dire pour faire très schématique, chaque matin, aujourd'hui, un facteur, il sait qui, sur sa tournée, la veille, a posé une réclamation ou a émis une remarque. Ça va de, par exemple, je vais bien citer cet exemple, des clients qui nous appellent pour nous dire « J'aimerais que vous disiez à votre facteur qu'il arrête de s'arrêter tous les jours sous ma fenêtre pour fumer sa cigarette parce qu'il se trouve que j'habite au premier étage et systématiquement j'ai la fumée. » Voilà. Ou alors, évidemment, je n'ai pas reçu mon courrier, j'ai un retard là-dessus, je ne comprends pas pourquoi il y a ça, etc., etc. Donc, tous les matins, et ceci depuis 2015, les facteurs sont en capacité de faire ça. Ça, c'est le premier dispositif. On en a beaucoup d'autres. Je voulais surtout me focaliser sur un dispositif particulier qu'on a mis en place il y a 3 ans, via la méthode KPAM. Donc la méthode KPAM, c'est une méthode qui part vraiment de ce que dit le client avec les mots du client. Et elle est basée sur 3 questions. On demande au client la meilleure, la pire et la dernière expérience qu'il a vécue avec l'entreprise, sans autre précision. Et il nous raconte son histoire et va être issue de ça une analyse à la fois sémantique et on va dire qui va industrielle, dirons-nous, qui va nous sortir
un tracker avec des points de contact, avec notamment dans le respect de ce que nous dira le client avec ses mots à lui. Et dans cette méthode également, il y a une vision symétrie des attentions, tellement chère à Terry Spencer, et à nous tous maintenant quand même dans cet environnement et dans cette profession. On fait également un tracker des collaborateurs. Et ensuite, eh bien, on mesure précisément les écarts. Est-ce que les clients disent la même chose sur les mêmes sujets que les collaborateurs? Et là, c'est également extrêmement intéressant, parce que vous imaginez bien qu'il y a des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, même s'il peut y avoir une manière très différente d'en parler, et puis d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que les opérationnels et les collaborateurs ne perçoivent pas le point, pendant que le client le hurle et il dit « mais moi, pour moi, c'est ça qui est clé ». Bon, voilà. Donc ça, c'est une méthode qu'on a mis en place au niveau de l'ensemble des business units de la Poste, de l'ensemble des branches. On va en refaire un, là, maintenant. On est en plein en train de faire un terrain vers les clients, puis ensuite collaborateurs, donc tous les facteurs, les chargés de clientèle en bureau de poste, les forces de vente vont être interviewées. Et puis, on va redescendre aussi de l'information à une maille la plus fine possible, territoriale, pour que tout le monde puisse s'emparer réellement du sujet, puisque vous avez sans doute constaté dans vos organisations que dorénavant, une donne nationale ne permet pas à chacun de se reconnaître. Quand on est dans une grosse entreprise, notamment, la donne locale est impérative. Et de votre côté, du coup, Patrick, quel dispositif avez-vous mis en place ? Là aussi, il y a énormément de choses, donc les résumer en quelques secondes, c'est pas forcément simple. On parlait en introduction du temps long, donc la voix du client, chez nous, ça existe depuis longtemps, et chaque mois, on édite un rapport voix du client, on en est au numéro 162. Donc ça nous amène à dans un temps long. On a donc plusieurs dispositifs qui se sont succédés pour animer, pour gérer cette perception de la satisfaction client et cette animation et ce retour. C'est vraiment très important, vous le disiez, d'avoir un retour vers les collaborateurs. Donc nous aussi, on a travaillé pas mal d'années de 2013 à 2017, on a travaillé sur la symétrie des attentions. Donc on avait effectivement le regard de l'expert, le regard du client, le regard des collaborateurs, et on a animé nos équipes en magasin sur l'écart de perception sur chacun de ces évaluations. Comme tout système, au bout de quelques années, ça s'essouffle. Et donc, on est passé à autre chose. On a suivi quelque part une mode. On est allé sur le NPS à partir de 2017. Et là encore, assez classique. Bon, le NPS, tout le monde connaît. Mais dès le départ, on a lancé un NPS qui était enrichi avec des facteurs de satisfaction pour analyser de manière très fine comment évoluaient nos promoteurs, comment évoluaient nos détracteurs, mais aussi les passifs, ceux qu'on a toujours l'impression qu'on doit laisser de côté parce qu'on travaille soit l'un soit l'autre, mais on cherche vraiment à avoir des visions de chacune de nos catégories de clients. Et donc aujourd'hui, on a ce dispositif-là. Donc ça, c'est pour le recueil de l'information. Et puis après, il y a la redescente auprès des collaborateurs. Et donc, on a différents systèmes. Il y a on catégorise tous les verbatims d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent de ce radar de satisfaction client qu'est le NPS ou de la relation client classique des services clients. Tout ça remonte dans des outils d'analyse sémantique et ensuite c'est déversé dans des systèmes, dans des interfaces qui permettent de visualiser en fonction de son métier les verbatims qui sont en rapport avec un sujet particulier. Et dans la distribution des sujets particuliers, il y en a énormément. Quand vous travaillez chez Monoprix, vous vous intéressez à l'univers de la beauté, c'est pas la même chose que quand vous êtes directeur de magasin ou quand vous êtes directeur marketing sur vos activités CRM. Donc il faut une catégorisation très précise pour pouvoir amener la bonne information vers vers nos managers principalement. Donc manager en magasin, manager du siège évidemment. Et parce que nos clients nos managers ne vont pas toujours avoir, tout le monde n'a pas la même fibre client, eh bien on pousse des sélections de verbatim, pas de manière industrielle. Chaque lundi, on envoie un email avec une sélection de verbatim en lien avec le périmètre du directeur. On a appelé ça, pour dédramatiser le sujet, on l'a appelé ça le café croissant.
L'idée, c'est vraiment de se dire, je commence ma semaine, je bois mon café, et je parcours quelques avis clients, quelques verbatim qui sont en lien avec mon métier, en me disant, bah, tiens, il se passe ça. Et ça permet d'avoir de la température, parce que finalement, quand on s'intéresse à la voix du client, le principal sujet qu'on a, c'est pas tellement de recueillir l'information, on l'a partout, et les clients sont très demandeurs pour laisser leur avis. Mais c'est de ne pas se laisser noyer. C'est de ne pas se laisser noyer par cette information non structurée. Donc nous, notre métier, je pense, dans notre capacité à mesurer la perception, dans la partie professionnalisation, c'est bien de faire cette sélection parce que le temps est précieux pour chacun, pour qu'on soit vraiment qu'on donne une information précise, catégorisée et fiable. Oui, j'ajoute que, évidemment, nous aussi, on a une trentaine de NPS qui tournent tous les mois et qui vont également faire l'objet à la fois de retours vers les opérationnels, vers à la fois des directions expérience client, des directions marketing en charge de l'offre, mais aussi les opérationnels toutes les semaines. Ça va faire l'objet de retours toutes les semaines. Et effectivement, nous aussi, on exploite un large champ de verbatim, parce que là, c'est également très, très intéressant de traiter, si je peux dire industriellement, tous les verbatim qu'on a, ne serait-ce que parce que lorsqu'on pose une question, le client répond éventuellement sur une autre chose. Vous lui posez un NPS sur la distribution du colis. Par exemple, pendant le Covid, il nous parlait que du Covid. On a eu, 10 000 verbatim par semaine sur le Covid, alors qu'on ne posait aucune question sur le Covid. Jamais. On n'a jamais posé au sud. J'ai ainsi pu faire un reporting auprès de notre direction générale sur le ressenti des clients sur le Covid à la Poste, alors qu'on ne posait aucune question. Et j'ai pu le faire pendant 6 semaines d'affilée, avec beaucoup de données. Donc, vous voyez. Et donc, on est très intéressé à avoir ces bas bruits, si je peux dire, de discussion, que le client nous évoque à propos de questions qui n'ont rien à voir et qui ne passent du coup pas à l'as. Quand on choque, si on se contente de prendre le chiffre du NPS, ça va passer à l'as, tout ça. Là, nous, on récupère tout. On fait des analyses à la fois hebdo, mais après des analyses plus larges. Par exemple, sachez-le, sans doute que je ne doute pas un quart de seconde que vous ayez de temps en temps quelques petits soucis avec votre facteur. Sachez que le facteur n'a pas sonné, c'est moi qui l'ai créé, et toutes les semaines, je regarde, le facteur n'a pas sonné. Voilà, sachez-le, voilà, on tient beaucoup. Et sachez qu'on a aussi tout un plan d'action derrière ce sujet du « le facteur n'a pas sonné ». Ce n'est pas une petite histoire à la Poste, le facteur qui ne sonnerait pas pendant que vous attendez qu'il sonne. Je rappelle que le facteur n'est pas supposé systématiquement sonner chez vous, loin s'en faut. La plupart des produits sont supposés être délivrés dans votre boîte aux lettres. Mais de temps en temps, pour différentes raisons, notamment des remises contre signature, il doit sonner. Et s'il ne le fait pas, évidemment, c'est un manquement à la promesse. Et c'est une problématique pour nous, pour notre marque aussi. Alors, de ce que vous dites, Maryse, et de ce que j'entends aussi de votre côté, Patrick, c'est que finalement, la richesse du verbatim, c'est aussi d'identifier finalement des signaux faibles qu'on n'aurait pas imaginés ou qu'on ne mesurerait pas, ou d'identifier des touch points qui ne seraient pas dans le scope. Ça peut évidemment arriver, c'est-à-dire de se dire, toujours pareil, hein, c'est une conversation. Hein. Quand on échange avec quelqu'un, on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose. Et c'est toutes les opportunités de dialogue que l'on peut avoir dans les services clients. Si on n'est pas simplement dans la recherche de l'efficacité immédiate, mais qu'on rentre dans une conversation, dans une relation avec la personne qui nous appelle, qui nous contacte par écrit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on a des opportunités de dialogue. Donc si on écoute, on peut apprendre énormément de choses. Je disais que notre préoccupation, c'était la marque. Évidemment, on a très peu de gens qui nous appellent pour nous dire la marque, votre marque, ça me plaît pas. En revanche, ils nous appellent sur un sujet, puis finissent par nous dire tiens, ça c'est bien ce que vous faites, ou ça c'était mieux avant. Et donc on a quelque chose qui effectivement dérive d'une conversation et nous permet finalement de nous enrichir. Il y a autre chose, c'est qu'on a quand même si on a énormément de verbatim, si on a énormément de capacité d'avoir de l'information, on n'a pas toujours l'information qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des sujets très précis qui peuvent intéresser, et notamment dans tout ce qui est stratégie d'innovation. Quand on veut lancer quelque chose, souvent on vient me voir en me disant « mais qu'est-ce que nous disent les clients sur ce sujet ?» Rien. Et donc, c'est pas facile de nourrir parce qu'on se dit « mais le client, il est au centre de tout. Vous me disiez, on doit créer de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher ça ?»
Et donc nous, on lance sur les sujets qui sont importants stratégiquement, mais qui n'amènent pas de verbatim spontané, on va aller les solliciter, mais y compris en faisant appel à des panélistes. Donc on va créer des baromètres classiques, à l'ancienne quelque part, pour faire, par des méthodes de quotas, faire remonter les répondants pour pouvoir donner des insights sur des sujets très spécifiques. Un lancement de produits beauté, si vous lancez de la beauté aujourd'hui chez Monoprix, vous n'avez pas forcément des sujets très précis. On nous parle plus volontiers d'une commande, d'une livraison e-commerce au sens large, et donc de services, pas forcément d'un produit spécifique. Donc c'est vraiment par ces actions spécifiques qu'on va pouvoir enrichir encore ces signaux faibles. Oui, moi je dirais que la méthode KPM que je vous exprimais précédemment, en réalité, on sort à peu près 130 touchpoints. 130 touchpoints et on ne les regroupe pas. On va dire, on les classifie ensemble. Par exemple, on va sortir 15 touchpoints sur le facteur, tant de touchpoints sur le bureau de poste, tant de touchpoints sur le parcours d'achat en bureau, ou bien également X touchpoints sur l'achat sur le digital. Mais on ne va volontairement pas regrouper parce que justement on cherche à être très précis, à comprendre précisément ce qui enchante le client, parce que l'intérêt de la méthode, c'est de sortir les touchpoints qui ensuite buzzent le plus, si je peux dire, et ensuite ceux qui ont la plus forte capacité à enchanter le client ou à le désenchanter, ou qui en fait sont assez neutres. Donc évidemment, les efforts ensuite vont se focaliser pour nous sur ceux qui ont une forte capacité d'enchantement, pour se focaliser sur les vrais sujets et pas les vrais faux sujets, parce qu'effectivement, tout est important dans une entreprise, mais vous le savez, votre métier veut que vous passez vos journées à devoir vous passer d'un certain nombre de choses et devoir faire des choix. Donc, c'est ce qu'on fait aussi avec cette étude-là, d'être vraiment focus sur ce qui pourra nous donner le maximum d'enchantement le plus vite possible. Alors, si je vous comprends bien, du coup, les verbatims, ça permet finalement et ça aide à la priorisation. Ces verbatims, vous êtes quand même tous les deux des entreprises où finalement on est très en connexion directe avec des clients. Est-ce que vous les collectez aussi lors de rencontres clients? Je crois, chez Monoprix, on a la place du village, si je dis pas de bêtises, dans certains magasins. La place publique. Place publique, pardon. Effectivement, on essaie aussi d'aller à la rencontre de nos clients. Mais ça va... L'idée, c'est de parler avec nos clients, mais c'est aussi que ce soit nos équipes locales qui parlent avec le client. Et qu'on sorte de cette idée que souvent on pense que quand on est dans un magasin, quand on est dans le local, le client c'est le quotidien, donc c'est acquis. Pas forcément. Et donc il faut travailler sur ce côté. On sait qu'on peut servir son client, mais il faut être capable de se mettre en écoute. Et donc on organise dans certains magasins des tables rondes où on invite des clients à échanger avec les équipes magasins. Et donc là c'est très riche d'enseignements. Souvent, c'est des choses que l'on sait, mais tout d'un coup, on les entend, elles sont verbalisées, et ça change complètement la perception. Donc on a travaillé sur cet aspect local, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot sur comment on l'a travaillé également d'un point de vue plus central, parce qu'on a fait le même travail pour que le client se rapproche de nos managers. Alors effectivement, nous, on a créé à La Poste un dispositif que j'ai appelé Vox. Vox pour un petit peu Vox Populi, Vox Dei, un petit peu Vox, la voix du client avec le X, etc. On fait travailler nos clients sur justement des sujets prospectifs. On les fait venir à La Poste directement. Pour moi, c'est extrêmement important. Ils viennent au siège de La Poste, qui est à 2 pas d'ici. On va mener des tables rondes sur donc, ces sujets plutôt d'innovation prospective. Ça va durer à peu près 4 heures. On va extraire ensuite une vidéo là-dessus qui pourra être montrée au COMEX, une vidéo de genre 6 minutes maximum, pour que les COMEX puissent aussi avoir conscience de ce que les clients peuvent dire en 6 minutes. Et puis, on fait suivre ces groupes, c'est pour ça que je voulais qu'ils soient au siège, par les gens d'expérience et marketing qui ont toujours des agendas assez blindés, ou dès que vous dites que le groupe il a lieu à Tartampion, c'est une occasion de plus pour ne pas y aller. Là, ils sont obligés d'aller écouter leurs clients. Et là, vive le Covid pour le coup, parce que grâce au Covid, on les a mis en Teams.
Et donc là, on a 100 personnes à chaque fois qui se connectent, minimum maintenant. Et donc c'est devenu une routine, les gens adorent ces Vox. On travaille avec les opérationnels, les sujets qu'on va y traiter. On en fait à peu près 4 par an, 4 à 5 par an, sur des sujets de ce type-là, pour vraiment écouter, là pour le coup être en prospective, et tenter de remonter cette prospective au COMEX. Alors quand on parle de verbatim, là on voit que vous créez du verbatim, vous sollicitez du verbatim. Il y a quand même un endroit comme les réseaux sociaux ou le web ou les forums où on trouve énormément de verbatim. Qu'est-ce que vous en faites de ces verbatim? Est-ce que vous les traitez et quelle est votre approche sur le sujet? Bon, évidemment, on les traite. Il y a plusieurs choses. D'un côté, on va avoir des radars d'irréputation où on va lancer des systèmes qui captent tout ce qui a un rapport avec notre marque. On travaille aussi sur des outils de benchmarking qui permettent de savoir si ce qui se passe sur notre marque, c'est la même chose que ce qui se passe sur les autres, ou est-ce qu'on est complètement différent. On a des systèmes de modération qui sont opérés par le service client et qui vont répondre, ou choisir d'ailleurs de ne pas répondre aux messages qui sont reportés. Et puis, de toute façon, toute cette masse, elle est rebasculée dans les fameux puits de données dont on parlait. Chaque fois qu'il y a des sujets qui sont remontés sur les réseaux sociaux et qui rentrent dans de la relation client plus classique, ils vont être ensuite, ils vont suivre le même schéma d'information, de redescente auprès d'un directeur de magasin ou de remontée vers le siège. D'ailleurs, je ne sais pas si on doit parler de descente et de remontée, mais enfin d'horizontalité. C'est important, je pense, de se dire que les réseaux sociaux, ils ont leur logique propre et en même temps, ce sont des espaces de conversation comme les autres. On doit les inclure totalement dans notre dispositif et d'ailleurs, ils sont totalement intégrés là-dedans. Et je rebondis sur une chose que vous disiez sur les différents, sur ces focus group que l'on peut faire, etc. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont communautaires et qui se développent. Comment on va développer des nouveaux produits, des nouveaux concepts et comment on va les amener à être co-élaborés avec nos clients. C'est dans l'air du temps et en même temps, ça nous nourrit vraiment. Donc, évidemment qu'on y va. Alors, nous, de la même manière, sur les réseaux sociaux, on va intégrer dans notre tuyauterie globale les réseaux sociaux comme un canal et qui va venir se plugger dans les verbatim comme d'autres canaux. Pour autant, sans doute que là où nous sommes très perfectibles, améliorables, c'est dans l'opportunité que peuvent proposer les réseaux en dialogue avec le client. C'est compliqué quand même le dialogue. Le dialogue à 50 millions, c'est compliqué. Donc, en réalité, nous, on a quand même 50 millions de clients globalement. Et on n'a pas encore trouvé, je dirais, la bonne méthode, la bonne approche pour vraiment être en capacité d'utiliser les opportunités proposées par les réseaux pour être sans doute en plus grande proximité, proactivité. Là, je pense qu'il nous reste quelque chose à inventer. Ça n'est pas si simple, je le redis. C'est vraiment pour nous un sujet assez complexe. Je pense aussi qu'il faudrait qu'il ait une dimension locale pour aussi prendre tout son sens. Ça ne présente aucun intérêt que qui que ce soit au siège réponde à un client à Nantes de savoir pourquoi il a tel souci à Nantes. C'est ridicule. Il faut que ce soit quelqu'un local qui réponde à cette problématique locale. Donc vous voyez tout de suite, il y a des multiplications coûteuses potentielles d'adresser ces problématiques. Pour autant, c'est un sujet sur lequel on planche pour être vraiment meilleur dans cette proposition que nous font les réseaux sociaux, d'être vraiment en dialogue plus fort, plus direct. Les verbatim, quand on a discuté et préparé cette conférence ensemble aussi, c'est des tuyaux, des data lakes, des lieux où on stocke tout ça, où on trie derrière. Comment ça se passe si on parle un tout petit peu technique ? Évidemment que c'est tout ça, et en même temps, il ne faut pas que ce soit ça. C'est le passage obligé. On est obligé d'avoir des partenaires techniques qui sont solides et qui vont faire en sorte que tout s'entrecroise. Mais il ne faut pas être esclave de ça, et il faut juste se dire qu'on a un niveau standard aujourd'hui qui fait que quand on
on a un appel téléphonique, un email ou WhatsApp ou les réseaux sociaux, tout ça doit de toute façon converger pour que le client il puisse passer de l'un à l'autre et que ce soit le plus fluide possible. Personne n'y est totalement, mais en même temps, on converge tous vers ça. Donc, quelque part, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et je crois qu'il faut savoir sortir de tout ça et puis revenir à des choses parfois simples. J'aime bien l'idée de l'opportunité de dialogue parce que c'est ce qu'on doit aller chercher. On peut l'avoir dans la partie réseaux sociaux, mais on peut aller la chercher. Nous, en ce moment, on met en place des systèmes en magasin pour que chaque magasin puisse envoyer des conversations, enfin des communications locales à son initiative. Donc, dans un parc de magasins comme Monoprix, ça veut dire qu'il faut quand même démultiplier. Mais on a mis en place des solutions très simples qu'on est en train de développer pour que chaque magasin puisse envoyer ses communications de type CRM. Mais l'idée derrière, c'est d'inclure du dialogue et donc que ces communications locales puissent avoir des boutons d'action qui permettent de ramener du conversationnel. Et donc, on appuie sur un bouton et hop, on peut être en communication par SMS avec les équipes magasins. Donc, l'idée, c'est, là encore, d'aller chercher des opportunités de dialogue au plus près du terrain parce que c'est effectivement... je parlais du communautaire qui est un des gros aspects. La deuxième grosse tendance que l'on voit pour notre métier, c'est le local et c'est comment on se réapproprie le local. Donc l'idée, c'est que dans quelques semaines, ça a déjà commencé, mais que ce soit généralisé dans nos magasins, on puisse avoir du CRM et du service client local complètement intégré dans la partie plus centrale au siège. Oui, l'importance du local est vraiment clé. On a également nous-mêmes dans le traitement de nos réclamations, on a modifié assez substantiellement un des process pour faire un process dit boucle courte qui justement va très vite arriver au territoire. Je redis que lorsque par exemple votre colis n'est pas arrivé, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Assez vite, un conseiller sait identifier la nature du problème et il faut que très vite, le problème, il soit réglé par celui qui en est responsable, si je peux dire. Et en général, il y a une maille locale là-dedans. Il y a, sur le fond, pas tant de sujets qui sont des sujets... je dirais, d'ordre nationaux. La plupart du temps, ce sont des sujets d'exécution de gestes locaux, de problématiques qui se passent au local. Donc, effectivement, on a cet enjeu de redonner, si je peux dire, la main, de manière polie de parler, parce que redonner la main, vous avez sans doute peut-être les mêmes ressentis. Les opérationnels de terrain ne sont pas toujours disposés à reprendre cette main sur certains sujets de ce type-là. Sur d'autres, oui, mais sur ces sujets, notamment de réclamation, notamment pas toujours. D'écoute client, pas toujours non plus. Mais c'est un de nos enjeux, de vraiment pouvoir territorialiser toutes ces questions et faire que ce dialogue, au final du final, à la fois le retour client, mais aussi le dialogue à enclencher avec le client, soit sur... nous, on n'hésite pas, même à la Poste, à parler de zone de chalandise. Donc, sur la zone de chalandise et d'influence donc des établissements. On a des établissements, c'est les lieux qui sont les patrons des facteurs, par différence avec un bureau de poste. C'est encore un autre lieu. Mais vous voyez, mais par contre, ça opère sur une même zone de chalandise. Donc, à la fois, eh bien, nos collaborateurs de bureaux de poste, de points partenaires poste, mais aussi qui vont héberger les facteurs, ces points-là forment à eux tout seuls une zone de chalandise parfaitement identifiée et qui pourrait traiter les problématiques du client qui se sentirait ainsi vraiment pris en main. Donc ça reste, c'est enclenché, on a déjà des jalons posés sur ces sujets-là, mais c'est en cours, si je peux dire. Ça me fait sourire quand on me dit que le local n'a pas très envie de reprendre ça. Mais je pense qu'au niveau central que nous représentons, on doit aussi se rendre compte que c'est une charge de travail qui est énorme. Et que quand on parle avec un client, ça prend du temps. Et donc, les équipes sont courtes partout, au siège comme en magasin. Et donc, il y a une vraie charge derrière et il faut en avoir pleinement conscience.
Donc nous, on a essayé de travailler, parce qu'on a évidemment ce moment, on veut faire du local, mais on a aussi travaillé sur notre comité exécutif pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de la réalité de ce qu'est la relation client. Donc aujourd'hui, toute la direction de Monoprix, que ce soit le comité exécutif ou leur N-1, tout le monde est convaincu de la pertinence, de l'importance de faire de la relation client efficace, etc. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors on suit des indicateurs, très bien. On gère aussi la relation client VIP, ça on aime bien, c'est facile quelque part, ça permet d'avoir son petit quart d'heure de gloire parce qu'on a parlé à un journaliste, quelqu'un d'un peu connu, et hop. Mais quand on est derrière le KPI et qu'on a un sujet où on est très content parce qu'on est passé de 3% à 2% sur notre insatisfaction et on se dit c'est bien. Derrière, ça peut être un sujet très simple, mais à traiter ces 2%, ça peut être une réalité qui pour le client est un irritant fort et pour l'opérationnel qui va le traiter, une charge importante. Donc, on a décidé d'escalader des contacts du quotidien, d'en sélectionner quelques-uns, mais pas les plus VIP, pas les plus compliqués, ceux du quotidien, et de les ramener en gestion vers notre comité de direction. Donc il y a 80 managers qui sont chez Monoprix, dans le top management, et à qui on envoie des contacts qui arrivent tous canaux confondus, mais on fait en sorte de proposer aux clients un rappel. Donc il y a un appel téléphonique. Et donc, on leur envoie pour gérer un produit manquant dans une commande, pour gérer une petite insatisfaction. Et là, tout d'un coup, le regard, il change. Parce qu'ils étaient sincères, nos directeurs. Ils avaient vraiment l'envie de faire bien. Puis tout d'un coup, ils se rendent compte que ça prend du temps, que parfois, ça ne rentre pas dans leur plan de charge. Et donc, quand ils vont vers le local et qu'on leur dit je ne peux pas à la fois mettre en rayon et répondre aux clients, oui. Et on en parle différemment. On peut mieux se comprendre. Et quand on se comprend mieux sur une réalité opérationnelle, c'est toute la culture client qui grandit. C'est en place. Ça marche très bien avec certaines directions. C'est plus compliqué avec d'autres, donc on continue à travailler. Et pour mettre en place ça, on est passé en formation sur l'ensemble des comités, des CODIR Comex. La relation client est allée former ces gens-là. Et ils avaient des questions de téléconseillers. Mais combien je dois te proposer comme dédommagement? Oui. On n'offre pas une smart pour ça. Hein. Donc il faut revenir à des choses raisonnables. Et puis finalement, mais si je dois argumenter longtemps pour un dédommagement, est-ce que je ne dois pas plutôt donner plus et puis on part à autre chose? Oui, ça c'est tout l'enjeu de la relation client du quotidien. Mais en fait, la réalité, c'est que le dédommagement, c'est secondaire dans la relation client. Il faut parler, c'est donner de l'attention. Donc c'est du temps qu'il faut passer. Mais oui, il faut passer du temps, mais le temps, je ne l'ai pas. Et donc tout ça est passionnant. On l'a lancé l'année dernière, ça prend et ça amène vraiment une transformation de tous les sujets qu'on a mis en place. C'est celui qui transforme le plus la culture. Mais ce qu'on voit à travers ces verbatims et tout ce que vous faites, c'est que finalement, aujourd'hui, l'une des clés de succès, c'est le partage dans l'entreprise de cette donnée et de l'adapter à chacun des niveaux, parce que vous parliez Comex, vous parliez aussi, alors je crois que vous ne l'avez pas cité comme ça, il y avait les cafés croissants. Il y a Maryse qui nous dit, je redescends ça au niveau du postier au plus local, à plus petite maille. On va même, ce qu'on fait dans le partage de cette donnée, c'est aussi un petit peu en réponse à ce que tu évoquais là tout à l'heure. Nous, on a mis en place à peu près en même temps qu'on a commencé à créer cette discipline de l'expérience client. On a mis en place un programme d'excellence via une logique de lean management. Dans le lean management, on ne s'est pas du tout contenté. Il faut vraiment penser lean management en tant que changement de process. Et dans ce lean management, par exemple, dans les techniques de lean management, il y a quelque chose qui s'appelle des OBIA, des murs clients. Nous, on a par exemple un mur client qu'on fait tous les mois et où, ça date d'il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, les équipes elles-mêmes ont proposé de les afficher dans nos espaces de convivialité dans les bureaux. Donc, sachant qu'on en a plein et qu'effectivement, on s'est dit, donc dans ces murs clients OBIA, il y a quoi? Il y a des niveaux de réclamation, il y a des NPS mensuels, il y a des commentaires verbatim.
c'est comme son nom l'indique, un mur client, une manière la plus synthétique possible. Donc ça va tenir avec un espèce de, voilà, un format affiche, on va dire, qui va être vu tous les mois. Et eux-mêmes m'ont proposé de l'afficher dans les bureaux et j'ai évidemment dit oui. Parce que c'est aussi comme ça que dans la culture client, nous on est une grande entreprise, même si on clame partout que le sujet numéro 1 c'est le client, il y a quand même des gens qui sont focus sur leur propre sujet, qui n'ont même pas conscience de quel est le NPS de l'entreprise sur la distribution du courrier, quel est le NPS de l'entreprise sur la distribution du colis, quelle est la distribution du NPS sur tout un, enfin le niveau du NPS pardon, sur tout un tas d'autres produits qui sont pourtant majeurs dans l'entreprise. Donc on va le faire dès la semaine prochaine. Donc effectivement cette donnée, non seulement elle est partagée, mais effectivement elle est montrée, elle est travaillée à plusieurs et elle devient le sujet de tous. Au-delà de l'aspect technique qui, effectivement, je n'ai pas répondu là-dessus tout à l'heure, bien sûr que l'aspect technique ne va pas sans douleur. Hein. Ça faut être très clair. Les data lakes, la réconciliation de données clients avec des données de production, là, c'est tout sauf simple. Hein. Donc effectivement, ça demande de la bande passante et de très gros investissements SI qu'on n'a jamais. Ou en tous les cas, on a toujours l'impression d'avoir 4 wagons de retard sur l'investissement SI qu'il faudrait. Et enfin, c'est pas qu'une impression, c'est aussi une réalité. Effectivement, c'est un vrai sujet du rôle de la donnée, y compris dans son rôle, dans son aspect technique. Et pour moi, effectivement, c'est aussi un des enjeux de l'expérience client, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'expérience client, l'amélioration de l'expérience client, c'est quand même au-delà des individus et des gens, notamment quand on est des entreprises où on a beaucoup d'individus et des gens, comme on peut se comparer, nous, sur cette scène aujourd'hui, c'est quand même beaucoup une histoire de SI. C'est-à-dire que la fluidité d'un parcours, l'amélioration d'un parcours, c'est pas juste Jeff Bezos qui nous a montré ça avec Amazon, mais c'est une vraie réalité, quoi. C'est-à-dire que sans le SI et la réalité de la tuyauterie SI, ça va être très compliqué d'atteindre les niveaux d'excellence attendus par le client. C'est même pas attendu par un marché, c'est attendu par le client, puisque de toute façon, Bezos a mis à tout le monde, il a mis la target, hein, si je peux dire. Ça ne peut pas être en dessous de ça. Lui et d'autres, mais notamment lui. Alors, tout à l'heure, vous parliez aussi, on avait Thierry qui est sur la symétrie d'attention. Est-ce que les verbatims, ça s'applique aussi aux collaborateurs? Est-ce qu'on fait aussi des enquêtes, est-ce que vous aussi, vous utilisez les verbatims dans vos enquêtes plutôt collaborateurs, voice of team, ce genre de choses? Moi, j'ai évoqué justement l'approche avec KPM où effectivement cet aspect collaborateur est très important, mais à aujourd'hui, on ne va pas au-delà. Pour nous, à date, on ne va pas au-delà. Même si on a des tas d'espace pour écouter nos collaborateurs, pour l'instant, effectivement, la voix des collaborateurs, sans doute elle aussi, pourrait être plus fortement encore liée à celle du client, comparée, analysée. On peut encore progresser, notamment dans le rythme, dans la fréquence, voilà, dans la fréquence de l'écoute. Même si je le redis, la Poste est plutôt assez fournie en matière d'écoute de ses propres collaborateurs pour diverses raisons, mais néanmoins, dans une logique notamment centrée client, nous sommes améliorables. Nous sommes améliorables, je pense que tout le monde peut l'être, nous aussi. On a effectivement, bon, au-delà des simples enquêtes d'engagement que beaucoup d'entreprises ont et qui permettent de prendre la température finalement des collaborateurs vis-à-vis de leur management. Donc ça existe. Et on a également mis en place un NPS pour chaque direction du siège. Donc le réseau peut évaluer les différentes directions pour savoir si finalement la satisfaction est bonne vis-à-vis de cette direction. Et donc il y a une petite compétition entre les différentes directions pour savoir si on est bien noté ou pas. Mais ça montre l'idée, c'est surtout d'avoir des points d'animation, des points d'échange. Et c'est vrai pour la voix du client de manière générale. Enfin, on n'a pas inventé le client le jour où on a inventé la mesure de la perception client ou tous ces outils. En revanche, c'est des manières de parler, c'est des manières d'échanger avec les équipes
pour se mettre au service de notre entreprise. Hein. C'est la première chose, c'est ça, c'est d'être dans la construction de valeur. Donc pour construire de la valeur, il faut avoir des équipes qui sont engagées, qui respectent les clients, et c'est normal. Et respecter une client, c'est bien sûr lui parler, mais c'est aussi lui faire une offre qui est intéressante. Nous, chez Monoprix, c'est très important la relation client. Et en même temps, la qualité de l'offre, c'est aussi très important. Quand on vient chez Monoprix, on vient chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on travaille énormément pour aller chercher des choses qui vont être innovantes et pas forcément demandées par nos clients, mais à qui on va être capable encore de faire des propositions qui vont surprendre. Et j'ai un métier qui me passionne, on a parlé de temps long, etc. On imagine bien que on ne peut pas faire ce métier aussi longtemps si on ne l'aime pas, mais je n'en fais pas l'alpha et l'oméga. Il y a vraiment des choses dans l'entreprise qui doivent continuer à exister, elles doivent se nourrir de tout cela, mais pour motiver les équipes, pour animer les équipes, pour faire des propositions à nos clients, il y a des tas d'autres ressorts. Et donc, il faut se réinventer. Il faut se réinventer en permanence. Et nous, dans notre métier, aujourd'hui, on se réinvente aux côtés de ce NPS qu'on entend partout et à qui on redonne un peu de substance parce qu'il s'épuise aussi. Et puis on trouvera quelque chose dans 3 ans pour faire autre chose et à nouveau partir à la conquête des cœurs de nos clients et des cœurs de nos collaborateurs pour qu'on ait toujours l'envie d'avoir une relation. Merci Patrick. Il nous reste une dizaine de minutes. Quelles seraient vos questions pour nos invités aujourd'hui? Comme la tablette ne rencontre pas un grand succès où on ne sait pas si elle est déconnectée, je vais me venir dans la salle avec le micro pour ceux qui voudraient poser une question. Hop là, je viens à vous. Hop là, vous vous présentez? Bien entendu, bonjour. Donc je parle à vous deux parce que vous êtes les deux entités que je voulais rencontrer. Je suis Aïcha Birem de Dialoix, enchantée. Et on travaille déjà pour la Poste au niveau orchestration omnicanal. Et moi, j'ai entendu de ce que vous avez dit que vous voulez être très proche du client, sauf que quand le client vous appelle et qu'on ne répond pas, vous faites comment? Quand le client nous appelle et qu'on ne répond pas, là, c'est comme son indique, c'est qu'il y a dû se passer quelque chose qui fait qu'on n'a pas pu répondre, mais on va tout faire pour absolument répondre. Notre objectif, c'est pas qu'il y ait des appels qui ne soient pas pris. C'est surtout aussi que notre objectif, c'est de multiplier aussi la manière du client, les outils pour que le client puisse interagir avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, d'abord, il a une demande forte d'autonomie, de pouvoir aller chercher un certain nombre d'informations seul, sans nous appeler, en décidant d'aller sur notre site, par exemple, et d'avoir des informations seul. Après, quand il va nous appeler, on va dire que ça peut être plutôt un stade ultime où il a épuisé d'autres options qui n'ont pas fonctionné. Mais notre objectif numéro 1, ça va être d'abord de proposer une autonomie, des gestes plus ou des réponses plus directes, plus organisées, plus immédiates. C'est-à-dire que globalement, notre objectif va être de répondre aux éventuelles insatisfactions du client de manière plus rapide et plus directe, et ainsi potentiellement éviter des appels qui ne sont pas toujours intéressants ni pour le client ni pour nous du reste. Moi, j'ajouterais que pour nous, le téléphone reste le canal privilégié. Alors, je sais que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, parce que tout le monde veut faire de la digitalisation, mais quand on mesure la satisfaction post-contact, il y a 40 points d'écart de NPS entre une relation humaine par téléphone et tout autre canal, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les emails, les formulaires de contact, WhatsApp, tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, il y a un très très gros écart. Donc on travaille évidemment pour avoir des qualités de service téléphonique qui sont à des niveaux qui sont de très bons niveaux aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen de satisfaire nos clients. Ensuite, évidemment, on ne peut pas être présent tout le temps, donc on a des horaires d'ouverture qui sont très très larges, et on a, comme tout le monde, des bots qui prennent le relais. Et surtout, on essaie de montrer que comme on est disponible sur de larges plages, bien que quand on n'est pas disponible sur une plage, on peut nous recontacter tout de suite quand la plage ouvre d'ouverture. Comme on est ouvert pour un métier comme le nôtre, c'est assez large, de 8h à 22h du lundi au samedi, ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre.
Merci à tous les deux. Alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure sur les questions sur la tablette. Il y en a bien, mais on a un problème de connexion de ce que je comprends. Comme quoi la technique peut de temps en temps nuire à l'expérience. Je crois qu'on avait une question, effectivement, ici. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour les entreprises qui n'ont pas votre expérience de plus de 15 ans autour de l'expérience client. Donc, qui se lancent un peu dans le sujet. Quels sont, selon vous, les éléments essentiels pour embarquer l'entreprise, pour convaincre sa hiérarchie? Et une fois qu'on a fait ça, vous aviez parlé de KPI qui étaient essentiels à suivre sur la valeur générée de l'expérience client. Quels sont ces chiffres clés que vous suivez, que vous monitorez? Alors, je réponds à la première partie de votre question. Moi, j'ai eu le même problème, en gros, en 2017. Quand tout d'un coup, je vais vous raconter la petite histoire, on a mis en place un nouveau CRM. Et pour cette mise en place de nouveau CRM, il a fallu que j'aille le vendre et que je réclame un assez gros chèque, si je peux dire. À l'issue de l'obtention difficile de ce gros chèque pour ce CRM, un membre du COMEX me dit, donc avec ça, on va vraiment significativement améliorer l'expérience. À l'époque, le mot expérience n'était pas trop en vigueur dans l'entreprise et surtout, il n'y avait pas de direction de l'expérience. Et je suis obligée de répondre que non. C'est-à-dire qu'un CRM, c'est un CRM, ce n'est pas une logique d'expérience. Et là, le directeur général a repris la balle au bond en me disant « Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'expérience, pour avoir une meilleure expérience ?» Et je lui dis, ben là, c'est un autre sujet, il faut le travailler un peu. Il me dit, est-ce que si je vous donne 2 mois pour me faire des propositions, ça vous va? Donc j'ai relevé le défi. 2 mois après, je suis arrivée, alors tout à fait intentionnellement, avec quelque chose que j'ai appelé un contrat d'expérience client. Je dis tout à fait intentionnellement parce que c'est lié au profil de notre COMEX, à leurs attentes potentielles. J'ai voulu encapsuler des potentielles décisions autour de quelque chose qui s'appellerait d'emblée un contrat d'expérience client, dans lequel, en gros, on commençait par la problématique de la promesse. Quelle est la promesse que vous faites à vos clients? Est-ce que vous êtes en capacité de la respecter? Et si, voilà, vous allez descendre ensuite une logique de promesse, de parcours omnicanal, de once and done éventuel, d'effet waouh, etc. Donc, là, on a posé ensuite des sujets sur une pyramide en 7 points que j'ai posé dans ce contrat d'expérience client qui doit vous être propre, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et puis, une fois qu'on pose ces sujets, eh bien, on regarde justement les KPIs par projet. Et dans les KPIs par projet, ben, ça va de la qualité de base de ce qu'on produit, ça va de est-ce que tous nos produits sont sous promesse. Promesse, je précise que j'y tenais beaucoup, promesse claire et comprise. Parce qu'une promesse, c'est facile d'en faire. Encore il faut checker qu'elle est claire et comprise par vos clients. Donc là, vous allez avoir des niveaux de satisfaction de vos clients. Puis après, au bout du bout, vous avez évidemment du chiffre d'affaires, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre logique d'expérience, à un moment donné, ça se traduit par du chiffre d'affaires et ou une logique de quasiment recommandation tarifaire qui va aller vers de l'augmentation de valeur. Parce que vous allez proposer plus à vos clients. Donc, à un moment donné, si vous êtes très convaincu de ce que vous proposez en plus, alors ça va se coster. Ça va se coster, ça va se traduire à un moment donné par un effet tangible. Moi, j'aborderai votre question sous un tout autre angle. C'est, en gros, faites simple, mais vraiment très simple. C'est commencer par quelque chose de très opérationnel. Si vous n'avez pas de centre de contact, ouvrez un centre de contact. Si vous n'avez pas de radar de perception client, envoyez des emails pour recueillir la satisfaction de vos clients et puis ensuite vous allez sophistiquer au fil du temps. Donc commencez par des choses extrêmement simples. C'est pas la peine d'aller voir les plus grands éditeurs et de dire moi je veux ça tout de suite si vous n'avez pas engagé grand chose pour l'instant. Et la deuxième chose, je pense qu'on a beaucoup parlé de culture client, de fait d'aller vers l'un, vers l'autre. Il faut choisir un bon sponsor. C'est quelqu'un qui est bien intégré dans l'entreprise, qui a quand même un peu d'ancienneté. Alors si c'est une entreprise très junior, il faut que ce soit le patron, le fondateur. Mais avoir quelqu'un qui a le bon storytelling autour de ce sujet-là. Si vous avez quelque chose de simple, vous lancez quelque chose et que vous avez le bon sponsor qui a la capacité de faire du storytelling, votre projet de perception client, de relation client et de création de valeur in fine, ça marchera. Alors, une question qu'on retrouve sur ce que vous avez envoyé par SMS, c'est comment est-ce qu'on met en place les plans d'action? Qui les gère?
une fois qu'on a partagé effectivement cette information auprès des collaborateurs, éventuels COMEX, etc. Comment ça s'organise? Nous, en tous les cas, le choix qu'on fait, évidemment, c'est que très vite, tous les sujets d'importance soient repris par, si je peux dire, les lignes managériales en poste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir Alors, il y a quelques sujets qui sont portés directement par l'expérience client, mais dès qu'il y a, si je peux dire, quelque chose qui va infuser vers une pratique locale, c'est au local de le faire. Ça rentre dans sa routine, ça rentre dans son quotidien. Hein. On parle, nous, de routine managériale ou bien de routine de fonctionnement. Donc notre finalité, nous, ça va être de pouvoir impulser le plus possible de pratiques, de gestes qui vont être repris par les opérationnels en charge. Et pour quelques sujets nouveaux, commencer par les impulser, puis ensuite les déployer et faire que ça part dans la tuyauterie des opérationnels. Sinon, moi, je lutte fermement contre l'aspect intello de la fonction. Alors là, c'est ma hantise totale. C'est-à-dire que ça, l'aspect intello de la fonction présente peu d'intérêt. Enfin, on peut y passer une semaine, mais c'est tout, quoi. Après, il faut passer à autre chose. Alors nous, sur ces sujets-là, je disais tout à l'heure qu'on était parti pour former les différents membres des CODIR des différents comités exécutifs, enfin du comité exécutif. Et donc, on les a formés pour la gestion des contacts, mais aussi pour la façon dont on devait envisager les plans d'action. En prenant soin de distinguer ce qui était un quick win très simple à mettre en place, ce qui était un gros sujet qui allait être transverse et ils allaient devoir prendre des moyens et donc une roadmap, etc. Et puis des sujets qu'ils allaient confier à leurs équipes. Et donc avoir des grilles de lecture pour éviter que le dernier contact qui est arrivé sur le bureau du président devienne la priorité de la semaine suivante. Il faut sortir de ça. Sans quoi, nos clients, ils se renouvellent tous les jours, ils ont des incidents tous les jours, on le sait. On est des grosses entreprises, donc par nature, il se passe 1 million de choses. Mais il faut être capable de prioriser. Donc on a fait ces formations auprès de notre comité de direction pour vraiment les amener à prioriser leurs actions. Et donc ces plans d'action, ils sont ensuite animés dans les CODIR, les différents CODIR. J'ajouterais juste qu'en expérience client, on a une forte pression autour de la notion de quick win. Et la notion de quick win, vous l'avez remarqué sans doute aussi, c'est souvent win mais rarement quick. Et encore moins pas cher. Or, la notion de quick win impulse elle-même que souvent c'est quick et c'est pas cher et ça win. Bon. On est obligé de lutter un petit peu effectivement contre ça, de se dire effectivement essayons d'avoir quelques quick wins, mais il n'y en aura pas des tonnes. À un moment donné, il y a des projets souvent d'un peu plus de fonds qui vont réclamer de la bande passante humaine autant que de la bande passante ici, et qu'il va falloir accepter un temps un peu plus long pour le développer, le déployer. Je parle notamment pour des grandes entreprises, sans doute que pour des entreprises de taille plus modeste, ça va plus vite. Pour nous, si je par exemple, ce qui a été classé comme quick win, par exemple, qu'on a mis en place en 2000, qu'on a mis en place, on a identifié dans notre étude KPM en 2020 et qu'on a commencé à mettre en place l'année dernière, c'est justement le facteur qui vous appelle. Le facteur, normalement, il ne vous appelait jamais jusqu'à l'année 2021. C'était un livreur, éventuellement Colissimo, qui vous appelait, mais ce n'est pas tout à fait la même chose par rapport à un facteur. Donc, on a mis ça en place. C'était pas du tout simple à mettre en place. Il faut pouvoir rentrer dans la routine, dans le smartphone du facteur, faire qu'il ait un geste très, très rapide, parce qu'il ne va pas aller scroller pendant des heures pour vous trouver dans une base de données, j'en passe les meilleurs. Enfin, du coup, très vite, c'est beaucoup de travail pour également rentrer dans respecter ce que fait le métier du facteur, si je peux dire, qui est un métier qui va vite. Merci beaucoup. La dernière question, parce que c'est celle qui revient le plus sur cette tablette, et ça va être la minute de pub. Quels sont les prestataires pour faire tout ça? De votre côté, on a compris, il y a KPAM. Il n'y a pas que. Il y en a plein d'autres. Il y a Skippers, que je vois pas loin de là, qui travaille beaucoup avec nous sur ces NPS. Mais après, il y a beaucoup d'entreprises également sur nos NPS. On a beaucoup aussi de, je sais pas, de BVA, de Ipsos, de gens de market research plus classiques. Et ensuite, on a beaucoup
de cabinets qui vont aller de EY à Wavestone, etc. Et puis des plus petits aussi. Enfin, la liste, elle est assez longue. Et après, bon, là, je suis sur des prestataires expérience. Je ne suis pas sur les relations clients où là aussi, il y a plein de monde pour nous aider à ça parce que on a besoin d'être aidé. On a effectivement besoin d'être aidé. Des cabinets, on en a nous aussi. Je citerai 2 partenaires avec lesquels on travaille. Le premier, c'est Armatis, qui est notre partenaire de relations clients, qui gère nos centres de contact et l'essentiel de notre infrastructure technique. Donc, il permet à l'ensemble de nos contacts clients de circuler, d'être dans une omnicanalité complète. Et en rebond à la question qui nous était posée sur la simplicité, c'est vrai qu'on a travaillé avec eux d'abord sur des toutes petites choses, avec leur outil Socle, où on a pris quelque chose d'assez clé en main. Et aujourd'hui, Socle, le même outil, est interfacé avec nos référentiels clients, avec nos référentiels commandes. On a des gestes métiers à l'intérieur. Donc c'est un outil qui s'est révélé évolutif et qui a grandi, qui a pu grandir en même temps que nous, on grandissait dans notre maîtrise de la relation client. Donc le premier partenaire Armatis, le deuxième, je pourrais citer Critizer, avec qui on travaille d'un point de vue local. Alors toute la distribution travaille avec Critizer, donc il n'y a rien de très original, mais on a essayé de fabriquer avec eux des choses innovantes. Je vous parlais tout à l'heure de CRM local, comment on pouvait faire du conversationnel avec nos clients à partir du local. Donc nous, on avait des idées, on est allé les rencontrer, et on a créé quelque chose qui est innovant et qu'on a co-construit. Donc les 2 partenaires que je viens de citer, que ce soit Armatis et Critizer, ce sont 2 partenaires avec qui on est en co-construction. C'est-à-dire on arrive avec des idées, un peu de moyens, ils arrivent avec leurs idées, un peu de moyens, et on fabrique des choses qui n'existaient pas avant. Mais ça, il faut un peu de temps. Donc ce sont des partenaires aussi de longue date. Armatis depuis très longtemps, 2003. Et pour Critizer depuis 2017, on travaille avec eux. Maryse, Patrick, merci pour ce partage d'expérience. Merci à vous tous d'avoir participé également. Et puis bon salon. Merci.